Mesdames et Messieurs les ministres et parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et leurs représentants, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie, Madame la secrétaire générale du FNRS, chers amis recteurs et directeurs présidents, chers présidents des universités françaises et leurs représentants qui nous ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, que je salue en vos titres et qualités, chers collègues, chers étudiants. La rentrée académique, c'est un rendez-vous important que notre communauté universitaire affectionne particulièrement. Elle nous donne l'occasion de rencontrer nos amis et sympathisants. Votre présence nombreuse aujourd'hui nous conforte dans la considération et l'intérêt que vous portez à notre université. Au nom de l'UMONS, je vous en remercie. L'Université de Mons a choisi la francophonie et la défense des diversités culturelles pour thème de sa rentrée académique. Nous aurions dû avoir le plaisir dans quelques minutes d'accueillir Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, afin de lui décerner le titre de docteur honoris causa de l'UMONS. Malheureusement, Madame Michaëlle Jean n'a pu être présente aujourd'hui parmi nous. Elle s'en excuse et adressera par vidéo dans quelques minutes un message à l'Assemblée. Elle viendra toutefois à Mons au cours de cette année académique pour y recevoir les insignes de notre institution. Madame Raja Essefiani, conseillère éducation et langue française de la secrétaire générale, nous a fait le plaisir de la remplacer au pied levé et interviendra dans quelques minutes dans le cadre d'une allocution portant sur la francophonie. Je la remercie pour sa présence parmi nous aujourd'hui. C'est le professeur Bernard Harmony, premier vice-recteur, qui présentera Madame Michaëlle Jean et qui commentera les raisons qui ont conduit notre conseil académique à lui attribuer notre plus haute distinction. Mesdames et Messieurs, chers amis, le président de l'APSIM a pris conscience que les jeunes d'aujourd'hui éprouvaient, tout comme ceux de sa génération, une réelle passion à exercer le même métier que lui. Il a déclaré la main sur le cœur, je le cite, « Vu les risques pour la santé publique d'une limitation trop drastique du nombre de médecins, il serait absurde de sacrifier une génération de jeunes. » La ministre fédérale de la Santé a admis que le cadastre dynamique montre clairement une différence significative des pyramides d'âge de médecins en Flandre et en communauté française. Elle a assuré que même si les francophones avaient déjà utilisé le nombre d'attestations convenues il y a quelques années, le risque réel d'aggravation de la pénurie de médecins valait bien une révision sérieuse de ces quotas. Plusieurs directeurs d'hôpitaux viennent d'attirer l'attention de l'opinion publique sur le nombre de médecins formés à l'étranger qu'ils étaient amenés à engager et que, s'ils le faisaient, c'était parce qu'ils ne parvenaient pas à en trouver suffisamment qui avaient été formés en Belgique. Ils ont assuré qu'il ne fallait pas y voir une quelconque analogie avec les plombiers polonais. Les recteurs des universités de la communauté française ont d'autre part réussi à s'accorder sur une carte blanche qui vient de paraître et dans laquelle ils dénoncent l'absurdité d'une limitation d'accès à la profession médicale compte tenu des risques de santé publique que cela implique. Le ministre de l'Enseignement supérieur a quant à lui assuré qu'il planchait, au sein d'une majorité sereine et unie, sur de nouvelles dispositions qui permettraient de fixer à l'avenir un filtre juste et adapté conduisant à la profession médicale. J'arrête ici, car vous l'avez compris, cela, c'est ce que j'aurais voulu pouvoir vous dire à l'occasion de cette rentrée. Toutes ces affirmations ne sont que fiction. Il n'y a pas eu de carte blanche de tous les recteurs. L'APSIM s'accroche à une logique à tout le moins protectionniste et les tensions communautaires rendent sans doute illusoire à court terme une quelconque révision des quotas. La réalité est donc tout autre. Un examen d'entrée très sélectif vient d'être mis en place par le décret médecine du 29 mars 2017. À l'Université de Mons, nous avons toujours été clairs à ce sujet. Nous appliquons cette disposition décrétale, mais nous ne l'approuvons pas. L'instauration d'un tel examen d'entrée est regrettable, surtout dans les circonstances dans lesquelles il a été décidé, à savoir en situation de pénurie médicale, présente et annoncée, et ce, sous la pression d'une ministre fédérale de la Santé, appuyant ses exigences sur la base d'un chantage aux attestations INAMI à délivrer aux étudiants en cours de cursus. Certains collègues me disent que de toute façon c'est fait et que l'essentiel n'est plus là. Je ne peux m'y résoudre. J'entame cette année ma 12e et dernière année de rectorat
Et j'ai pu constater à plusieurs reprises que la réalité décrétale d'aujourd'hui n'est pas nécessairement celle du lendemain. On aura d'ailleurs successivement essayé en médecine un quota par institution en bachelier, un accès libre, un test obligatoire non contraignant, un concours en fin de première année et aujourd'hui un examen d'entrée très sélectif. L'UMONS regrette l'organisation de cet examen d'entrée dans un tel contexte, et ce pour 3 raisons simples. 1. La non prise en compte de la réalité des besoins médicaux. 2. La sélectivité sans doute inadaptée de cet examen. 3. Le risque de biais social qu'il représente. La limitation du nombre de médecins en communauté française ne se justifie pas sur une base objective. Une situation de pénurie est actuellement vécue dans certaines régions, notamment pour la médecine générale dans le Hainaut. Les délais chez certains médecins spécialistes deviennent de plus en plus longs. Un afflux de médecins formés à l'étranger est actuellement constaté, alors qu'une limitation stricte sera imposée à nos jeunes. Savez-vous qu'en 2015, 41% des numéros INAMI en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été attribués à des médecins issus de l'étranger. D'autre part, la sélectivité de l'examen d'entrée mise en place va au-delà de l'objectif auquel on pourrait s'attendre pour un examen d'entrée, à savoir dissuader les étudiants qui ont très peu de chances de réussir ce cursus. Cet objectif est poursuivi depuis plusieurs années par l'examen d'entrée en sciences appliquées. Organisé dans cet état d'esprit, il présente un taux de réussite de l'ordre de 60%. Il en va tout autrement avec l'examen d'entrée en médecine. Il porte le même nom, mais ça n'a pas le même objectif. Avec un taux de réussite de l'ordre de 20%, le risque est réel d'exclure du système des étudiants qui avaient une chance réelle de finaliser leurs études. Le sort des étudiants reçus collés doit d'ailleurs nous interpeller. Il s'agit d'étudiants qui ont parfaitement réussi leur première année de médecine, mais qui, suite au concours organisé cette année en fin de première année, ne peuvent être admis en deuxième année. Ils sont plusieurs centaines dans ce cas, toutes universités confondues, à avoir acquis l'ensemble de leurs 60 crédits de première année. Ils ont dû présenter l'examen d'entrée pour avoir le droit, en cas de réussite, de continuer en deuxième année. Comment expliquer à ceux et celles qui ont raté cet examen d'entrée qu'ils ont raté l'examen censé évaluer leur chance de réussir une première année qu'ils ont déjà réussi? À Mons, en tout cas, nous n'arrivons pas à leur expliquer, si ce n'est en leur signalant qu'ils sont la preuve vivante que la sélectivité de l'examen d'entrée en médecine n'est pas strictement liée à leur chance de réussite, mais qu'elle a été calibrée pour s'adapter au nombre d'attestations que la ministre fédérale est prête à délivrer. Entendons-nous bien, mon propos ici n'est pas de critiquer les interrogateurs et les jurys qui ont mis en place cet examen d'entrée. J'ai pour eux le plus grand des respects et je ne doute pas qu'ils ont réalisé leur tâche avec application et honnêteté. Mais comme pas mal d'autres acteurs, moi y compris, ils sont placés dans des circonstances qui les conduisent à mettre en place, avec application et honnêteté, une véritable bêtise. D'autre part, une autre question se pose. Lorsque le seuil de sélectivité d'un examen d'entrée est de l'ordre de 20%, un bon étudiant du secondaire peut-il le réussir sans préparation spécifique supplémentaire? Quand il s'avère que la formation normale du secondaire risque de ne pas suffire, n'ouvre-t-on pas la porte à des formations privées qui ne sont pas accessibles à tous? Bien sûr, l'Université de Mons, comme les autres universités d'ailleurs, a mis en place des cours préparatoires que plus de 300 étudiants ont fréquentés. Mais cela est-il suffisant pour compenser un parcours dans certaines écoles secondaires moins performantes, ou des options mal pilotées par un milieu social moins favorisé, ou bien pour suppléer un capital culturel insuffisant? Alors qu'on entend un peu partout que l'ascenseur social est en panne, n'est-on pas en train de régresser en privilégiant un mode de sélection où il sera encore plus pénalisé qu'il ne l'est actuellement? Certains objectent qu'il est inutile de se plaindre, puisque cela fonctionne bien en Flandre depuis plus d'une dizaine d'années. Il ne vous aura quand même pas échappé que les réalités des deux communautés ne sont pas les mêmes. Et encore, faut-il savoir ce que signifie bien fonctionner. Si bien fonctionner signifie ignorer la réalité des besoins, mettre de côté le potentiel biais social et négliger le risque d'une sélection inadaptée, alors oui, nous sommes bien partis pour que cela fonctionne bien aussi chez nous, malheureusement. Toutes les universités ont certes comme commun dénominateur de s'appuyer sur des valeurs au nom desquelles elles agissent comme des acteurs sociaux. Mais peut-être est-on plus critique à l'Université de Mons par rapport à ces dispositions
parce que le rejet du biais social et le souci de l'égalité des chances font partie de l'ADN de notre institution. L'UMONS a inclus cet objectif dans sa feuille de route, tout en privilégiant évidemment aussi les objectifs classiques de toute université, c'est-à-dire développer un potentiel scientifique reconnu internationalement et le mettre au service de sa région. L'UMONS, sous sa forme actuelle, existe depuis 2009. Il n'était pas couru d'avance que la greffe des institutions montoises entre elles allait prendre. Pourtant, après 8 années de fonctionnement, les membres de notre communauté universitaire peuvent légitimement éprouver un sentiment de fierté quand on voit le chemin parcouru. Quelques chiffres vaudront certainement plus qu'un long discours. Le nombre d'étudiants primo-inscrits approche cette année un record historique de 2000 nouveaux étudiants en première bachelier, et ce, malgré la limitation forcée du nombre d'inscrits dans la filière médecine. En 2008, ils étaient 1450. Le nombre de thèses de doctorat dépasse aujourd'hui le rythme d'une thèse par semaine, soit un doublement depuis 2008. Le rythme de nos publications internationales référencées est maintenant de l'ordre de 2 par jour, soit une augmentation de 20% depuis 8 ans. L'Université de Mons a aujourd'hui sur son payroll près de 1500 personnes et constitue l'un des plus gros employeurs de la région de Mons. Notre présence au niveau international s'est aussi affermie. Un diplômé sur 5 effectue aujourd'hui une mobilité de longue durée à l'étranger. Notre ouverture à l'international se concrétise par plus de 300 accords avec des universités étrangères. Des nouveaux cursus en anglais sont organisés par plusieurs de nos facultés. L'université a investi massivement dans ces bâtiments afin d'adapter ses infrastructures à la croissance qu'elle connaît. Sur la période 2010-2018, des constructions et des rénovations ont été réalisées ou sont sur le point d'être finalisées en grande partie sur fonds propres pour près de 30 millions d'euros. L'année 2018 connaîtra d'ailleurs plusieurs inaugurations. Il y aura dans le courant du premier semestre 2018 un nouveau bâtiment opérationnel sur le campus de la Plaine, le bâtiment Da Vinci, avec des salles de cours, des salles de détente pour les étudiants, ainsi que des bureaux pour la faculté des sciences et la faculté de traduction d'interprétation. Une crèche, à l'intention des enfants, du personnel et des étudiants, y sera ouverte en février prochain. Pour la petite histoire, cette crèche, donc hébergée au sein de l'université, porte un nom qui devrait rassurer les parents souvent inquiets quant au potentiel de leur descendance. Elle s'appellera en effet la crèche des petits génies. La rénovation de plusieurs bâtiments de la place du Parc sera achevée en fin 2018. Il y aura un tout nouveau centre administratif destiné aux services en relation directe avec les étudiants, un théâtre des savoirs destiné aux activités culturelles et scientifiques orientées vers le grand public, ainsi que la nouvelle et tant attendue bibliothèque des sciences humaines. Notre offre de logement a également été adaptée grâce au partenariat que l'université a contracté avec le secteur privé. Nous avons inauguré cette année une nouvelle cité, la cité Mons-Epcot, ce qui porte notre capacité de logement à près de 850 chambres. Et last but not least, le feu vert vient d'être donné par notre conseil d'administration pour un nouveau bâtiment situé rue d'Avray et qui donnera fin 2019 à notre faculté d'architecture et d'urbanisme une infrastructure à la hauteur des talents qu'elle abrite. Sur le plan de l'évolution de nos formations, l'Université de Mons a toujours été soucieuse de développer une offre
Bien, permettez-moi pour clôturer cette rentrée de vous remercier, Madame Essafiani, pour votre exposé et votre présence parmi nous. Merci aussi aux différents orateurs du jour pour leur contribution. Et merci aussi à toutes les personnes qui, dans l'ombre, ont contribué à la préparation de cette cérémonie. Je sais qu'elles sont nombreuses. Je tiens à les féliciter parce que l'organisation était parfaite. Je ne peux les citer tous, mais je suis sûr qu'elles se reconnaîtront au sein du service audiovisuel, du service logistique, du service de nettoyage et bien sûr du service communication et relations publiques. Merci aussi à vous, chers amis, pour votre présence. Et en vous invitant à partager le verre de l'amitié, permettez-moi de clôturer cette séance de rentrée et donc de déclarer ouverte l'année académique 2017-2018. Oui, rassurez-vous, c'est pas moi, mais il y a une surprise. C'est vous? Le gâteau? Bonjour. 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 On nous a dit que vous étiez amateur d'opéra. Ah. Non. Italien, j'espère. Toujours italien, en sachant que les plus grands ont été, à partir de Caruso, Wunderlich, mettons Pavarotti, le plus grand. Hein? On va essayer de vous faire rappeler tous ces bons ténors qui ont existé sur notre terre en ayant des enseignements dans l'université de Mons, dans la Belgique, à des très bons conservatoires. On va essayer de vous donner quelque chose de bon. Oui, je dois simplement préciser que c'est vraiment une surprise. Parce que, disons, comme j'en suis à ma dernière rentrée académique, depuis 12 ans, je me suis laissé aller à râler en disant « Bon Dieu, j'aime bien l'opéra italien. Jamais je n'ai réussi à fourguer un chanteur d'opéra italien aux rentrées académiques. » Et donc, je vous en prie. Rigoletto Verdi. La donna immobile, qua più mal vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro avviso, di pianto il riso è menzognero. La donna immobile, qua più mal vento, muta d'accento di pensier di pensier di pensier. È sempre misero chi a lei s'affida, chi lui confida qual cauto il core, semmai innocente si riempì già pieno chi su quel seno non libbi amore. La donna immobil qua più mal vento muta d'accento di pensier di pensier.